Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Xavier Leclerc de nous faire l'amitié d'avoir accepté notre invitation. Merci à celles et ceux qui sont avec nous ce soir. Donc nous allons parler ce soir d'un roman particulier. Vous êtes l'auteur donc de ce livre qui est paru en 2022, pardon, Un homme sans titre, qui ne raconte pas seulement l'histoire de votre père, nous verrons, qui raconte aussi votre histoire et la relation que vous avez avec votre père et à travers lui, avec une culture et une histoire coloniale, migratoire, mais aussi une histoire de liberté et d'émancipation. Même si le personnage central est votre père, autour du père, vous développez un certain nombre d'axes, de thèmes, et vous le faites avec une force particulière qui est de mêler à la fois l'histoire intime, familiale, personnelle, et l'histoire collective, la grande histoire. Et je crois qu'une des forces de ce livre, c'est justement d'avoir enlacé ces deux mouvements pour en faire un texte assez original, personnel et sensible, très sensible. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Alors vous êtes déjà l'auteur, mais là où vous connaissez, pour votre premier roman qui est paru chez Lattès, qui s'appelait De Grâce. Et là, pour le coup, nous verrons, vous l'avez publié sous votre nom, je ne sais pas si on dirait véritable ou premier, qui est Hamid Aït Taleb. Vous avez publié en 2021 chez Gallimard, cette fois, 120 francs, qui raconte l'histoire de votre arrière-grand-père, qui est mort à Verdun. Et là, donc, c'est ce livre qui est sorti l'an dernier, raconte donc l'histoire de votre père. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est né dans l'Algérie coloniale, ça raconte l'histoire de l'immigration de ces immigrés, en l'occurrence algériens des 30 glorieuses, comme les coutume de le dire proprement. Et vous racontez aussi, vous donnez aussi une figure qui est relativement connue dans la littérature et dans les histoires de l'immigration kabyle, la figure d'un père qui était taiseux, besogneux, et qui, vous le montrez, je pense que c'est une originalité dans ce livre, vous montrez comment finalement l'immigration algérienne, l'immigré algérien pouvait aussi souffrir d'un certain nombre de traumatismes nés de cette histoire coloniale et de la guerre d'Algérie en particulier. Nous en dirons sûrement un mot. Et vous racontez dans ce livre l'histoire des bifurcations, des chemins pris qu'on pourrait appeler chemins d'émancipation, qui sont liés d'abord à la culture, aux livres, à la réussite scolaire, à ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges de classe. Vous citiez d'ailleurs Annie Ernaux, vous faites référence à Annie Ernaux dans ce livre, ou à Camus, qui est omniprésent, que ce soit à travers la question de la fidélité, et que ce soit aussi parce qu'à travers Camus, vous allez reprendre l'histoire familiale et paternelle à partir de son célèbre article sur l'Isère de Kabylie, qui est paru dans les années 30. Alors, il y a deux lignes de crête, à mon sens, dans ce livre. Nous allons essayer de les montrer, si vous allez être d'accord ou pas avec cette lecture. La première, c'est que vous êtes capable de dénoncer ce que fut la France coloniale et ce que le sort que réserve la France à l'immigration, tout en déclarant votre amour pour ce pays, pour sa culture, pour sa langue. Et vous êtes aussi capable de montrer et de démontrer la fidélité que vous avez pour votre père, pour cette histoire, pour vos origines kabyles en particulier, tout en comment dire, tout en donnant prise peut-être à une critique qui vous a été faite sur le fait que changer de nom, déclarer ce que vous déclarez sur votre amour sur la France, vous appelant Xavier Leclerc, on vous fait un procès en trahison et en reniement. Donc c'est sur ces deux lignes de crête qu'à mon avis qu'il est peut-être intéressant de voir là ce soir, si vous en êtes d'accord, et si vous suivez ma lecture de votre livre. Alors la première question qui me vient, vous avez aussi déclaré que vous vous étiez engagé sur une fresque de l'histoire franco-algérienne. Vous avez qualifié cette fresque, vous la vouliez humaniste. Alors, est-ce que ce livre fait partie de ce projet littéraire, ou est-ce que le livre est né après l'annonce de la mort de votre père en 2020?
Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Ça marche? Non? Si, pourtant. Si. Oui, je vais peut-être utiliser ça. Je crois que c'est moi qui ai le meilleur. Est-ce qu'on m'entend là? C'est Oui. mieux? Oui. Bonsoir. Je suis ravi d'être là ce soir. Merci de m'accueillir. Merci d'être là. De nombreux points soulevés dans cette belle introduction. La question du commencement de cette écriture. Alors oui, je l'ai écrit quand mon père est mort en 2020. Moi, ça faisait déjà plus de 20 ans, on va rentrer dans le vif du sujet, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas de nouvelles de ma famille. Je vivais en Angleterre, je vis toujours en Angleterre, et je reçois un email, papa est mort. Même pas un point final, c'est comme ça que j'apprends la mort de mon père. Et je me suis dit, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, au-delà de la mort de mon père, voilà un homme qui a sacrifié toute sa vie pour nous, mais c'est mon père, ça aurait pu être le vôtre. C'est l'archétype des immigrés maghrébins, algériens, qui vient, qui travaille, qui se sacrifie pendant des décennies. Je me suis dit, mais c'est à moi de mettre un point final à cette phrase. Il mérite au moins un point final. On ne peut pas mourir, papa est mort sans un point final. Du reste, c'est une phrase qui est très camusienne, papa est mort. On dirait le début de l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas. Donc j'ai trouvé que ça m'invitait, ça m'intimait finalement l'ordre de raconter son histoire. Pour l'anecdote, je venais de terminer un roman, un manuscrit, et j'ai commencé à écrire ce livre un peu fou que vous connaissez maintenant, et qui n'était encore qu'un manuscrit. Je le montre sur mon téléphone portable lors d'un déjeuner avec mon éditeur. Je lui montre et il me dit, mais c'est incroyable ce que tu as écrit, on arrête tout, c'est ça qu'il nous faut. Et donc j'ai complètement mis de côté le livre qui était déjà terminé pour terminer celui-ci. J'ai pris 15 kilos pour l'écrire, parce qu'écrire sur la faim FAIM, ça vous donne faim. Ça vous met dans une situation d'empathie telle que vous glissez et vous tombez dans une sorte de puissant fond jusqu'à l'enfance de mon père. Mon père, et je le dis à titre d'introduction, c'est un enfant typique des montagnes kabyles. On est dans les années 30, c'est la famine, et en 1939, Albert Camus, qui a 25 ans, il prend le bus d'Alger, et il se rend en Kabylie pendant à peu près 11 jours, et il écrira un article chaque jour, publié, paru dans l'Alger républicain. Et chiffre à la pluie, il va décrire la misère insondable parmi ceux qu'il va appeler des frères d'armes. C'est-à-dire Camus va adorer ces Kabyles très dignes. Les cadavres vont s'empiler, comme pendant le confinement. Les gens n'avaient même pas la force de creuser. Et il décrit ces ouvriers qui tombent de fatigue en route pour le travail. Il décrit ce système colonial très injuste, le code forestier empêchant jusqu'à la collecte du bois dans les forêts ou des glands pour faire la farine traditionnelle. Les gens finalement sont réduits à manger des racines pour survivre. Et voilà, et mon père, en fait, Camus à un moment donné voit, il le dit dans un de ses articles, des enfants se battent pour des restes contre des chiens errants, et un vieux lui répondra c'est comme ça tous les jours. Et parmi ces enfants, il y avait mon père. Et donc je me devais de raconter cet enfant qui deviendrait un jour mon père. Par dignité, mais aussi parce que c'est la mémoire de la France. Et souvent on me dit, vous parlez de l'Algérie. Je dis, non, en fait je vous parle de la France. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'histoire de la France. L'Algérie est un vieux pays. Nous avons eu des Romains pendant plus de 400 ans. Elle en a vu d'autres. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un épisode de la France. C'est-à-dire que c'est un système colonial injuste qui a asphyxié la population. Il fallait par exemple un permis de marchandage pour avoir le droit de travailler. Ce permis de marchandage était payant. Autant vous dire que vous risquiez la prison et la confiscation de votre âne si vous étiez surpris en train de travailler sans ce permis. Bref, une succession de brimades. Il y avait un système de double taxation pour les indigènes, comme on les appelait à l'époque, qui faisait notamment... qui torturait les gens parce que le père de famille se retrouvait avec l'équivalent de 4 à 5 mois de l'année de travail en pure taxe. Autrement dit, 4-5 mois de l'année
avec cette double imposition, il se retrouvait dans l'incapacité de nourrir ses enfants, et Camus explique que certains devenaient fous, littéralement basculaient, vrillaient dans la folie, parce que quand vous êtes père de famille d'une fratrie nombreuse, et que vous travaillez, vous êtes dans l'incapacité de nourrir vos enfants, vous devenez fou, c'est aussi simple que ça. Donc c'est poignant, c'est dans ce terreau-là que j'ai erré pour écrire ce livre, et donc c'est pas très folichon, je l'admets, et évidemment, j'avais aussi faim de réponse, parce que mon père c'était pas un héros, c'était juste un homme très digne. J'ai pas glorifié, j'ai pas créé un personnage sans reproche, c'était quelqu'un qui avait un tempérament très dur, très fort, très digne, il était très droit, mais l'idée c'était pas de créer un personnage tout à fait parfait, etc. C'était juste de lui redonner sa dignité d'homme, en fait. Et à travers lui, celle de toute une génération. Mon père illettré fut mon premier livre. Il regorgeait de mots et de sentiments captifs, qui ne s'échappaient que par bribes. Difficile de soudoyer le geôlier de sa mémoire. Mon père avait du mal à me parler des affres de la faim qu'il comparait à un sommeil. Lui et son geôlier s'entendaient bien au fond. Ces quelques récits n'étaient donc que des évadés, comme le jour où par mégarde mon père laissa s'échapper quelques mots sur la fièvre du typhus, ou celui des fouilles du hameau par les paras qui défonçaient les portes, brisant les amphores pour trouver des armes, tandis que sa pauvre mère Keltoum tentait de ramasser, de ses deux mains, l'huile d'olive mêlée à la poussière et aux éclats d'argile. Mon père avait la mémoire surpeuplée, des souvenirs entassés, comme les femmes rachitiques dans la torpeur dégourdie. Peut-être reconnaissait-il dans mes yeux d'enfant, si avide de connaître son passé, la lueur du regard des affamés, d'une obscurité si profonde, presque étincelante. Ces réminiscences n'étaient pourtant pas des madeleines, mais des schrapels de la misère, des éclats d'enfance logés depuis dans mon crâne. Et ces éclats qui sont logés dans votre crâne, vous dites, ça a été difficile pour vous d'écrire ce livre. Oui. Oui, c'était difficile, d'autant que... Vraiment ce soir, je vais droit au but. En fait, mon père était torturé pendant la guerre d'Algérie. Et quand il m'a révélé qu'il avait été torturé pendant la guerre d'Algérie, il a terminé, typiquement kabyle, ouvrier kabyle, très digne, il a terminé en disant « mais c'était pas des vrais Français ». J'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire par ça. C'était pas des vrais Français, ceux qu'on fait ça. J'ai compris qu'en fait, d'abord, il avait une très haute estime de la France, et deuxièmement, il m'avait fait un cadeau extraordinaire, celui de ne pas baigner dans le ressentiment. Et ce cadeau avait un double tranchant. Il m'intimait l'ordre de ne jamais me plaindre, et de ne jamais me positionner en victime. Ce que je trouve, avec le recul, d'une dignité insondable. C'est incroyable d'avoir subi autant, d'avoir vécu autant, et d'avoir cette élégance suprême de ne pas se positionner en victime. Il me dit ça, il est sur un lit d'hôpital. Et je me dis souvent, moi les gens me disent, mais comment vous pouvez parler d'amour de la France, etc. Mais parce que c'est la moindre des choses. Parce que, voilà cet homme qui s'est sacrifié autant, c'est pas pour que moi, l'enfant gâté qui a bénéficié de l'éducation nationale, des musées, de la santé, et je le dis sans aucune démagogie, des chauffeurs de bus, des transports, de l'eau dans les robinets, c'est pas à moi ensuite de me positionner en victime et de me plaindre, comme je sais que c'est souvent à la mode aujourd'hui dans les médias. Donc je pense que la moindre des choses pour lui rendre hommage, c'est de restituer un sentiment de gratitude. Et c'est d'apprendre à dire merci. Je pense sincèrement que, d'abord, psychologiquement, c'est important parce que c'est aussi l'idée du pardon. Parce que sinon, vous vous consumez de l'intérieur. Vous ne pouvez pas vivre dans une cage de colère toute votre vie, en vouloir à la terre entière. Parce qu'en plus, ce serait profondément injuste, ce serait une sorte de procès par contumace, parce que vous avez jugé qui? Qui est responsable de quoi? Et dans le fond, chacun a son propre roman, chacun sa propre vie, sa propre vision. J'ai choqué tout le monde l'autre jour en disant mais il faut avoir de l'empathie, même pour les jeunes hommes qui ont torturé mon père pendant la guerre d'Algérie.
faut le dire, un truc pareil. Je le pense sincèrement, parce que quand vous avez 20 ans, imaginez ces jeunes soldats du contingent. Ils ont 20 ans, ils viennent d'Alsace, ils viennent de je ne sais où. Ils se retrouvent dans les montagnes. Ils apprennent depuis le début que la figure de l'arabe, je ne vous parle pas des spécificités culturelles, mais c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les arabes sont des terroristes, ils vivent dans un climat de peur, il y a l'alcool, il y a les testostérones, il y a l'effet de groupe, etc. Un jour une embuscade, un jour des camarades soldats se retrouvent égorgés dans des conditions atroces. Bref, la guerre ça rend fou, la guerre ça ne se gagne pas, tout le monde perd, ça ne laisse que des malheureux. La guerre, je ne connais pas une guerre qui se gagne, c'est une terminologie très très manipulatrice en réalité. La guerre, ça ne laisse que des souffrances. Et donc, une fois ayant dit ça, on m'a apostrophé, on m'a dit oui, mais quand même, on choisit de torturer, etc. Je ne crois pas. J'y crois pas parce que je vais vous donner un exemple. Pendant le confinement, les gens se battaient pour du papier toilette dans les supermarchés. Et c'était qu'un confinement, on vous demandait juste de regarder Netflix chez vous. Et les gens devenaient dingues. Ils se disaient, mais je les ai vus avant, ces boîtes de conserve, où les gens se battaient pour des réserves de papier de toilette ou que sais-je, parce que par peur du manque, cette espèce d'étouffement de la période du confinement faisait que les gens vrillaient. Imaginez, c'est rien, comparativement à être un jeune soldat en pleine guerre d'Algérie. Donc, avec juste cet exercice d'empathie, déjà vous comprenez que, voilà, on ne peut pas juger. Donc, et puis je trouve que c'est une sorte d'élégance que de savoir pardonner. Vraiment, je pense que de toute façon, c'est quoi le pardon? On ne pardonne pas à des gens qui n'ont rien fait. Donc soit vous adhérez à l'idée de pardon et vous pardonnez, soit vous restez prisonnier à votre tour d'une douleur. Parce qu'en fait, nous héritons de ces douleurs. Ce livre, c'est ça aussi. C'est d'arrêter ce cycle infernal de la douleur. Moi, mon père, quand il est arrivé, mais mon père, c'est vous, c'est vos pères à vous aussi. Ils arrivent avec la guerre d'Algérie dans le ventre. Et bien naïf est celui qui croit que la guerre s'est arrêtée en 62. Ces hommes-là arrivent avec la guerre d'Algérie dans le ventre, des années après. Ils rasent les murs, ne fait pas de bruit, ne ramène pas la police à la maison. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce rapport à l'autorité, jusqu'à l'école, jusqu'au chauffeur de bus? Toute figure de l'autorité était une source à la fois de crainte et d'une sorte de révérence, de déférence qui a une histoire. Et c'est l'histoire coloniale. Et donc, moi, je voulais rompre avec ça. Voilà, je voulais m'émanciper de cette peur, de ce traumatisme collectif, en allant vers le pardon, en allant vers l'apaisement. Et je pense que c'est le meilleur hommage à lui rendre en réalité. Finalement, le point de bascule, si je puis dire, si je peux le dire, pardon, parce que vous avez des pages très fortes et qui pourraient être écrites par des militants aujourd'hui qui sont sur le mode du ressentiment, sur la revendication victimaire. Vous n'oubliez rien, vous ne cachez rien de ce qu'était le système colonial, vous ne cachez rien, vous dites tout de ce qu'est la situation de l'immigré en France en particulier. Hein. Mais le point de bascule pour vous, si je comprends bien, et si je comprends ce que vous avez, un des héritages, des nombreux héritages de votre père, dont on en parlera, c'est cette volonté de ne pas cultiver le ressentiment, c'est le pardon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes aussi capable de dire merci aussi à la France. Ah oui. Oui. Gardez le micro, ça il y a une voix forte. C'est aussi avec celui-là, c'est Pardon? Non. Mais non, fallait... Non. Non, moi je voulais peut-être, par rapport à la construction du livre, qui m'a beaucoup plu, et puis moi je suis attaché aux aînés, donc on les appelle Chibani aujourd'hui, ils sont nos pères, ils ont construit la France, bon, on n'y reviendra pas, et je suis attaché effectivement à la figure de votre père, dans la relation que vous avez avec lui, et puis dans la construction du livre, du jeu, qui est votre histoire, et puis qui est relié aussi à votre père, d'abord dans la guerre, et ensuite, quand il va arriver en France, dans le travail. Et je trouve que toute la séquence, si on peut l'appeler ainsi, dans une partie du livre, quand il arrive en France, c'est aussi important son histoire. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle dans le déroulé un peu de la rencontre, mais
parler de votre père travailleur et ce que ça représentait aussi pour vous. Alors, donc mon père, on va résumer un petit peu. Enfant des années 30, contexte de la faim en Kabylie. Ensuite, adolescence, on est dans les années 50. Une guerre d'Algérie qui ne porte pas son nom. Pacification, rétablissement de l'ordre, tous les euphémismes des événements. Mais on ne parle pas de guerre d'Algérie. On est dans une sorte de déni collectif. Arrive 62, l'indépendance, il a 25 ans. Il se retrouve recruté. Direction la Normandie, ça aurait pu être les mines du nord de la France, ça aurait pu être ailleurs. Juste un mot sur le recrutement, avant même le travail. Le recrutement se faisait ainsi dans tous les villages, partout au Maghreb, pas seulement en Algérie. Des professionnels du recrutement qui représentaient le patronat venaient dans ces pays-là, aligner les hommes qui étaient torse nu, on regardait leur dentition, on regardait leur fond de l'œil, on palpait les mains, on regardait la posture, les épaules. C'était une sorte de recrutement vétérinaire. On tamponnait avec un tampon vert pour dire c'est bon, un tampon rouge pour ceux qui n'étaient pas admis. Le tampon vert vous donnait une enveloppe qu'un officier vous donnait, sans même vraiment vous adresser la parole ni vous demander ce que vous vouliez faire. Il y avait une liste d'emplois, mais je n'ai pas écho d'une demande précise. On vous attitrait une fonction, vous disiez vous allez dans les mines, en fonction souvent d'ailleurs de vos caractéristiques physiques. Et donc on vous envoyait, on vous donnait un billet pour aller à Marseille. De Marseille vous étiez dispatché comme un colis Amazon, toi dans les mines du Nord, toi dans les usines Renault, toi en l'occurrence pour mon père en Normandie. Alors mon père a commencé donc en Normandie, dans le froid, dans des chantiers très précaires. Pendant 6 ans, il a fait des entreprises, des chantiers en fait, de câblage, toutes sortes d'emplois très durs. Et il vivait donc dans un foyer d'immigrés à ce moment-là. Et puis arrive mai 68, ça ne s'invente pas. Il rejoint à ce moment-là la SMN, Société Métallurgique de Normandie, une immense usine de fer. Avec vous imaginez ces hauts fourneaux, et donc il y restera plusieurs décennies jusqu'à la fermeture de l'usine en 93. Et il y a littéralement le 5 novembre, j'étais en Normandie pour le 30e anniversaire de cette fermeture, et c'était émouvant parce que des vieux camarades le connaissaient et sont venus me voir en pleurs. Et donc je me dis c'est incroyable en fait cette passation d'histoire et cette fraternité, parce que c'était des hommes de différentes origines. Je me suis dit que le ciment du travail, cette fraternité-là à travers le travail, la dignité de ces hommes, moi, me rend très admiratif. Et je me suis dit, j'ai dit dans le livre que c'était mon premier livre, mon père qui lui était analphabète. Mais sincèrement, son humilité, il n'y a pas d'université qui peut vous apprendre ça. Cette sagesse, cette détermination, ça vaut tous les diplômes de la terre. Il ne faut pas se méprendre quand on dit des parents analphabètes, il y a presque le mot bête à la fin. C'est très dégradant quand on le dit trop vite. Il faut juste s'arrêter 2 minutes sur ces personnes-là, ce sont des princes. C'est pour ça que ça s'appelle un homme senti, ce sont des hommes dignes, ce sont des hommes intelligents. Et ce sont des hommes qui n'ont pas de titre, mais qui en méritent pourtant. Toute l'injustice est là en réalité, d'où l'intérêt de ce titre. C'est que ce sont des personnalités extraordinairement dévouées pour leurs enfants, pour leur famille, avec toutes les maladresses du monde. Je l'ai dit, mon père était quelqu'un de très colérique parfois, mais c'est voilà, le fruit d'une éducation. On ne peut pas lui demander d'être autrement à ce moment-là. C'est aussi... moi j'ai mis du temps à le comprendre, ça aussi. Je me suis dit, c'est fou à quel point on peut être colérique quand on appelle Free pour une résiliation d'abonnement internet. Est-ce que vous parlez à une énième personne qui vous renvoie une énième personne au téléphone et vous êtes complètement sur vos nerfs, agacé, etc. Et je me dis, mais si on est colérique pour ça, est-ce qu'on peut avoir un peu de tolérance pour un homme qui a 9 enfants et qui doit les nourrir et qui galère, le pauvre, alors qu'il travaille très dur? Et là je me dis, d'accord, ça fait sérieusement relativiser Je me dis, en fait, finalement, il était extraordinairement patient en réalité. Il y a, sur les héritages, il y en a plusieurs, il y en a au moins 2 qui sont matérialisés par
Le premier par un rossignol, le chant d'un rossignol. Et le deuxième par un sac de cacahuètes à éplucher. Alors, qu'est-ce que cela dit de votre père et qu'est-ce que cela dit, en quoi ça résonne encore aujourd'hui en vous? Tu as un extrait, non? Non, pas tout de suite. Alors, je sais pas, le sac de cacahuètes, c'est une anecdote, parce qu'en fait, quand je venais d'avoir 5 ans, ma mère a la jaunisse, elle est à l'hôpital, famille nombreuse, mon père est à l'usine, donc on est placé temporairement dans un foyer qui se trouvait dans un château en Normandie. C'est bizarre comme la mémoire reconstitue les choses, parce que très longtemps j'ai cru que j'y étais resté au moins 1 an ou 2. Et la mémoire après, la notion du temps, quand vous avez 5 ans, est très très étrange. J'ai fait des recherches pour écrire le livre, je suis tombé sur le dossier administratif de l'époque, et j'y suis resté quelques semaines. Mais dans ma tête, à moi, toute ma vie, j'ai pensé que j'y étais resté très très longtemps, parce que j'ai des souvenirs très très vifs. Oui, c'est étrange. Et mon père, Miskin, il m'envoie un sac de cacahuètes. Tu l'as l'extrait? Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Il m'envoie un sac de cacahuètes. Et j'ai été troublé par ce cadeau, en fait, que mon père m'envoie. C'est tout lui, parce que je me dis, bah, j'ai 5 ans. Vous savez, ces cacahuètes, là, il faut les ouvrir vous-même, bien cheap, bien... Et au kilo, quoi, un sac. Et je me suis dit, mais... En fait, en plus, c'est ironique, parce que dans la langue française, quand on dit ça vaut des cacahuètes, c'est vraiment synonyme de ce qui est le moins cher, etc. Et je le dis dans le livre, pour moi, finalement, le goût des cacahuètes, c'est ce qui est le plus cher au monde, en réalité. Quand on sait ce que ça veut dire à ce moment-là, ce qui se joue. Donc voilà, mon père, c'était ça aussi. C'était cette espèce d'homme prisonnier, écrasé par la vie, mais qui était capable aussi de faire des très belles choses. Mais toute sa vie, ça n'a été que des très belles choses pour nous, en tout cas, finalement. J'ai pas les cacahuètes, là, mais j'ai le rossignol. Ça, parce que ça va peut-être introduire aussi notre thématique, si vous voulez bien. Les travaux les plus pénibles restaient ceux de la moisson. Ils étaient aussi les plus mal payés, m'avait raconté mon père. Mais, de crainte d'être éliminé comme un chien enragé, personne ne s'en plaignait, d'autant que des ouvriers itinérants venus du Sousse, au sud du Maroc, acceptaient sans broncher des salaires encore plus maigres. Le petit Mohamed Saïd, c'est donc de votre père, qui n'avait connu que des hommes comme eux, rongés par la misère, jamais ne se demandait si la vie valait la peine d'être vécue. Si son visage grimaçait à cause de lourdes charges, son cœur restait léger grâce à un oiseau, me racontait-il. C'était un rossignol de la forêt interdite, où il avait ramassé du bois sec, mais aussi des glands pour se nourrir. Les trilles de cet oiseau l'avaient tellement ébloui qu'il avait prêté un serment d'amitié. Mohamed Saïd lui avait même donné un nom, dont je ne me souviens plus. Son récit ressemblait à un conte berbère, et je percevais enfant, à l'écoute attentive de mon père, une frontière ténue entre la magie et ses souvenirs. L'enchantement lui avait permis de survivre, à moins qu'il ne l'eût inventé pour m'apaiser. Ça introduit peut-être aussi cet autre lectre, c'est celui qui vous, de la langue, de la culture kabyle, de la magie des contes, et vous aviez même envisagé, adolescent je crois, d'écrire un dictionnaire franco-berbère. Oui, je l'ai écrit. Ah, vous l'avez écrit? Je l'ai écrit, oui, à 12 ans. J'ai écrit le dictionnaire franco-berbère, oui, absolument, et je découvre à ce moment-là. Vous savez, la vie est étrange. Je suis un gamin très bizarre, j'écris très très tôt et j'ai conscience de mon décalage, mais j'avais ce projet fou de rendre justice à ce vocabulaire, qui était celui de mes parents, et dont j'avais conscience qu'il portait en lui une richesse extraordinaire. Les mots, les couleurs, l'imagerie, tout était extraordinaire pour moi. Je me suis dit, voilà une langue absolument sublime que je parle à la maison, mais qui à l'extérieur n'a aucune valeur. Nous vivons dans une société qui n'accorde que du mépris, comme si jusqu'à son héritage, le mépris était profondément écrasant.
Et donc, enfant, j'ai voulu écrire ce dictionnaire, je l'ai écrit, et je m'étais beaucoup renseigné à l'époque, évidemment. J'avais interrogé beaucoup d'anciens pour l'écrire sur ce vocabulaire, parce qu'un dictionnaire, c'est aussi beaucoup de rigueur. Et à ce moment-là, une dame du tissu associatif en Normandie me parle d'un certain Charles de Foucauld. Qui était Charles de Foucauld, donc elle me décrit cet homme qui est un ermite français, qui part vivre bourgeois, qui part vivre dans le Sahara, au port du Sahara, et qui va écrire un dictionnaire franco-berbère sur plusieurs volumes qui existent encore maintenant. Et elle me montre, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour aller très vite, elle m'emmène dans un monastère où il y a le manuscrit de ce dictionnaire en Normandie. C'était assez extraordinaire, ce lien. Et puis Charles de Foucauld, c'était un homme extraordinaire qui a fini par mourir là-bas, le pauvre, mais c'était un homme qui était très clairvoyant, qui avait compris la richesse de la culture amazigh et qui vraiment avait à cœur de décrire la langue, les mots, les expressions. Il est allé très très loin sur plusieurs volumes, c'était extraordinaire parce qu'on est au tout début du XXe siècle, à une époque où normalement on méprise ces gens dans le désert, etc. Ces derniers louis d'or, il les a consacrés à racheter des esclaves pour les libérer, pour les émanciper. Vous savez, à l'époque, il y avait des esclaves encore. Donc, un type vraiment lumineux, extraordinaire, qui redonnait de la dignité. Et donc, moi, je me suis retrouvé tout de suite dans cette démarche-là, en me disant, c'est ça qu'il faut faire. Il faut écrire, il faut restituer cette mémoire, il faut la partager, il faut en être très fier. C'est pour ça, quand on me dit, mais vous avez honte de vos origines, pourquoi vous avez changé? Non, je ne sais pas par quoi je commence. Et parce que mes origines, comme si elles devaient se limiter à des choses aussi superficielles. Mais c'est encore un autre sujet. Bon, on va venir à vous. Je n'en doute pas. On va venir à vous parce qu'effectivement, dans ce contexte familial, dans cette histoire franco-algérienne, travaillée par l'histoire coloniale, l'histoire migratoire, vous allez très tôt, enfant, vous le dites, vous intéressez, vous différenciez au sein de la fratrie nombreuse. Vous allez d'abord vous intéresser aux mots, la langue française. Vous allez connaître un parcours de réussite scolaire. Et vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle un transclasse, pour reprendre le terme que j'utilisais en sociologie. Et autre bifurcation qui sera pour le coup rupture, c'est la liberté sexuelle. Vous allez devoir quitter pour le coup, parce que ces bifurcations intellectuelles, culturelles, votre amour pour les mots, pour la littérature, pour le théâtre, vos réussites scolaires, tout ça, peut-être ça n'aurait peut-être pas conduit à la rupture. Ce qui va vraiment conduire à la rupture, ça va être l'homosexualité. Et il y a un passage où il semble que finalement la rupture n'est pas tant liée à la réaction du père, qui a la pression sociale, comme on dit aujourd'hui, la rumeur qui fera son travail, qui fera que cette bifurcation deviendra rupture, définitivement. Puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant 20 ans, vous n'avez pas vu votre père, oui. Vivre au grand jour dans la joie, refuser la soumission, les carcans, le conformisme, voilà ce à quoi j'aspirais, ivre de mes 20 ans et du tourbillon de mes lectures. S'ensuivit une rupture définitive avec eux, à cause des pires menaces proférées et de l'ordre de me taire pour ne pas déshonorer la famille. Malgré l'omerta, le bruit courut de ma déviance. Mon cauchemar commença, mon déni aussi. De nombreuses intimidations s'empilaient dans ma messagerie électronique. Un des messages décrivait les dernières emplettes que j'avais effectuées, une liste précise, article par article, concluant un jour « Tu mangeras dans ma main ». Un fou anonyme qui avait donc épié mes faits et gestes au supermarché projetait de me soumettre à sa volonté. Je me perdrais dans le même brouillard que les femmes battues qui ne préviennent pas la police, m'efforçant surtout de chercher du travail. Mon numéro avait circulé au fil des mois et mon portable était saturé de messages vocaux, tous menaçants et injurieux. Au pied de mon immeuble qui donnait sur un parking, je croisais un jeune homme barbu que je ne connaissais pas, qui portait un sac à dos. Qui lui avait parlé de moi? Ses yeux baignaient un tel dégoût que par une alchimie étrange, il semblait combattre du désir, comme si le jeune homme ignorait s'il voulait me tuer ou m'embrasser.
Sans doute m'attendait-il pour en finir. Je sentis qu'il s'était ravisé en voyant un jeune couple sortir ses courses du coffre. Il se contenta de me cracher au visage, pensant sûrement agir en bon croyant. Un peu plus loin dans le livre, mon père, qui faisait chambre à part depuis longtemps, se préparait à dormir dans le salon. Il était tard, mais avant mon départ, il me demanda en kabyle, presque en chuchotant, si la rumeur était fondée. Je lui affirmai par pudeur que je n'avais pas l'intention de me marier, ce qui revenait à lui dire oui. Il me demanda si quelqu'un me forçait, ou si c'était pour de l'argent. Deux questions qui résumaient sa vision de l'homosexualité, le viol et la prostitution. J'étais toutefois surpris de sa relative douceur. C'est peut-être la question toute simple de la liberté que vous posez, que ce soit parce que vous n'avez pas le même parcours social, les mêmes goûts, les mêmes désirs, les mêmes envies de vivre. Vous posez la question de la liberté dans un contexte particulier. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est souvent reproché, parce que c'est pas le tout, ça paraît un peu idiot de poser la souche comme ça, de la liberté. Sauf que la liberté, effectivement, aujourd'hui, elle vous est contestée. Ne serait-ce que, je me rappelle des passages d'un autre roman bien plus vieux, celui-là, c'est Azouz Begag et le Gon du Shabbat, qui raconte que comment la réussite scolaire le désigner à la vindicte de ses petits camarades. C'est-à-dire dès l'instant où il y a une différence, dès l'instant où il y a une volonté d'émancipation ou de prendre un autre chemin, on tombe, et peut-être encore aujourd'hui, plus encore sous les accusations de reniement, de trahison, et le fait d'avoir changé de nom n'arrange pas votre affaire. Si je peux me permettre. Oui, on peut dire comme ça, mais je sais pas. Je le disais tout à l'heure avant de commencer dans les couloirs, je disais, moi je ne demande pas à ce qu'on me comprenne, je demande juste à être respecté. Je ne demande même pas à être aimé, je demande juste à être respecté comme je respecte tout le monde. Pour la simple et bonne raison que je suis convaincu d'une seule chose, sinon le reste ne sont que des doutes. Je n'ai qu'une seule conviction, c'est que ma proposition vient du futur. Et que, à ce titre-là, j'ai bon espoir que je serai compris dans 50 ans. Mais d'ici là, je n'attends pas de miracle. Je n'attends que de la considération. Je pense que si vous prenez quelqu'un comme Simone Veil en 1974, qui parle des droits des femmes à disposer de leur corps, on lui crachait dessus dans la rue. Moi, on m'a craché dessus aussi. Et à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale. Et donc, 50 ans plus tard, on a fini par... 40 ans, 50 ans plus tard, on a fini par comprendre. Et donc, il faut du temps. Il faut du temps. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et des fois, il y a des gens comme dérapant un peu, qui allent plus vite, qui dansent trop vite. Vous vous souvenez des tourne-disques avec les différentes vitesses? Ben voilà, c'est comme ça. Donc, s'il y a erreur de la nature, c'est le rythme. Mon rythme est trop rapide. Et je pense que vraiment, ma proposition, elle est décalée. Et donc, je n'en veux à personne, en fait. Parce que même mes grands frères leur menacent de m'égorger, je ne leur en veux pas. Je pense qu'ils sont victimes de leur propre éducation, de leur propre... Vous savez, quand vous grandissez aussi pauvre, l'honneur, le déshonneur, c'est tout ce que vous avez, en fait. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En fait, sincèrement, ils ont cru bien faire. Quand je vous parle d'empathie, il faut y aller jusqu'au bout. Hein. On n'est pas dans l'empathie à mi-temps. Donc, quelqu'un qui veut vous égorger, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en lui? Moi, je ne crois pas aux monstres. Je crois que les êtres humains sont complexes, mais on est tous, en l'occurrence dans cette histoire, on est tous les fils de ce ventre d'affamé. Et la question, c'est on en fait quoi, en fait? Et donc, je compare beaucoup aux femmes battues, à tout. Vous savez, dans les années 80, on revient très loin. Je veux dire, dans les années 80, on n'avait même pas le droit d'aller en boîte de nuit. Non seulement la culture familiale d'origine nous interdisait, nous mettait pour les filles, c'est encore pire.
mais la société ne nous permettait pas. On disait, les Arabes, vous rentrez pas en boîte de nuit. Donc, quand on parle d'intégration, j'ai envie de dire, attention, est-ce qu'on peut juste ralentir un peu le discours et rétablir un peu de complexité là-dedans? Donc, moi, enfant des années 80, j'ai hérité de ce mépris collectif. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est comme ça. Et les choses n'ont pas forcément évolué dans le bon sens, d'ailleurs. Arrive la mondialisation des années 90, avec l'importation de la géopolitique internationale, avec une mémoire de la guerre d'Algérie qui produit un ressac de nœuds non digérés, de problématiques familiales non assumées, non verbalisées, avec des malaises générationnels qui se transmettent comme ça, bah, ça vous donne un jeune dans les années 90 qui doit se trouver. Et moi j'ai plusieurs doses à gérer. En fait, je suis étranger dans l'étrangeté. C'est-à-dire que... Mais vraiment, je ne prétends pas être unique dans ce cas-là. Je pense qu'on est tous l'étranger d'un autre, pour plein de raisons. Je veux dire, moi je me rappelle de mes sœurs, une de mes petites sœurs, je me rappellerai toujours adolescent, je lui avais proposé de travailler en colonie de vacances avec moi. Vous savez, j'étais l'ado toujours souriant, qui faisait 4-5 jobs en même temps, qui collait des affiches, qui faisait de l'animation, qui animait des tas d'ateliers. Je faisais n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et à un moment donné, je dis à une de mes petites sœurs, bah, viens avec moi, tu vas gagner un peu d'argent cet été, et puis tu vas commencer à apprendre un truc, tu vas t'occuper des enfants, etc. Et Skena, elle s'est fait lyncher par un de mes frères. Mais pour qui tu te prends? T'es pas une pute de française. Voilà le niveau. Mais c'était les années 90. Pas il y a très longtemps, mais c'était le logiciel de l'époque de cette idéologie qui est le fruit vraiment d'un mélange de mondialisation, aussi d'une islamisation des esprits, mais qui en fait n'a rien à voir avec l'islam, qui est juste purement un résidu idéologique de gens qui n'ont rien compris à ce dont ils prétendent, en tout cas, être les ambassadeurs. Et on a affaire à des jeunes qui mélangent tout, en fait, et à qui on fait croire, dans les banlieues au début des années 90, soit t'es Jean-Claude Van Damme, soit t'es le prophète Mohammed. Donc le jeune, il a quoi dans la tête à ce moment-là? Il se dit, bah, mon modèle, c'est soit une sorte de zèle religieux, soit la violence pure et simple d'un kickboxer, quoi. Et voilà un peu les deux modèles caricaturaux des cités à ce moment-là dans les années 90. Et donc il faut se retrouver dans ces injonctions identitaires. Moi, j'étais un gamin très sensible, j'étais toujours premier de la classe, j'étais féminé, j'étais très sensible, je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je passais ma vie dans les bibliothèques municipales, mais j'étais toujours très sympa, toujours positif, toujours souriant, j'étais un gamin toujours souriant. Mais j'étais très très conscient de ce qui se jouait, en fait. Dès que je gagnais un peu d'argent, j'allais à l'office HLM de l'OPAC, ça s'appelait comme ça. Je disais, est-ce que Madame Aïd Taleb, elle a payé le loyer ce mois-ci? Non, monsieur. Tenez. Tant pis pour le manteau que je voulais m'acheter. Voilà. C'était ça ma vie d'adolescent. Donc j'étais dans cette logique sacrificielle-là aussi. Donc je comprends les grands frères qui... C'est une telle dinguerie, en fait, ces années de pauvreté, de misère, que ça rend fou n'importe qui, vraiment. Donc je n'en veux à personne. Au contraire, je leur souhaite d'être heureux. Je n'excuse pas l'acte, hein. Je ne dis pas que tout est permissible, tout est compréhensible au point de... Non, c'est très grave ce qui s'est passé. Mais c'est la vie. C'est la vie et moi je ne veux pas être prisonnier de la rancœur, ni de la colère, ni de cette injustice-là. Elle a déjà sévi suffisamment comme ça dans ma vie. Je ne vais pas en plus lui donner plus de corps que ça, en fait. Et d'ailleurs, peut-être vous pourriez dire un mot sur le moment où vous changez de nom et l'explication du choix des prénoms et du patronyme. Et puis, c'est non seulement, ce n'est pas dans la rancœur, mais vous faites de ce changement de patronyme et de prénom la continuité de la vie de votre père. Oui.
Le clerc, c'est la traduction de Haït Taleb. Un Taleb, c'est un clerc. Quand vous êtes malade, vous allez voir un clerc. Quand vous voulez vous marier, vous allez voir un clerc. Quand vous achetez une maison, vous allez voir un clerc. Donc c'est un Taleb, c'est exactement ça. Tous ici, vous êtes d'accord avec moi. Donc le clerc, c'est vraiment la traduction de Haït Taleb. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus littéral. Et donc c'est loin d'être un reniement, une traduction. C'est juste une traduction, vous savez, c'est juste une politesse en fait que vous mettez en place pour aller vers l'autre, pour être compris. L'héritage de mon père était écrasé. Mais c'est le vôtre aussi. Il a été méprisé, ignoré tout simplement. Et ça me paraissait important de le mettre en avant. Mais pour le mettre en avant, ça peut paraître perché ce que je vous dis. Mais resituons les choses dans le contexte de ma vie. Au moment où je le fais, vous savez, j'avais les diplômes à n'en plus finir. Moi, j'avais fait confiance. On m'a dit le pacte républicain, on m'a dit tu vas à l'école, tu prends des diplômes, machin, et tout va bien, et un jour tu auras un beau métier. C'était naïf, mais j'y ai cru vraiment. Et puis la vraie vie m'est tombée dessus. Je me suis aperçu que j'avais beau envoyer des CV tout jolis, ça n'allait nulle part. Je me prenais la tête droit dans le mur. Et j'ai vite compris que des camarades qui avaient beaucoup moins de mérite sur le papier avaient beaucoup plus de succès très rapidement. Et donc j'ai compris que l'équation était très simple en fait. J'ai compris que mon héritage était méprisé à travers mon nom en l'occurrence. Puisque visiblement, objectivement, c'était la différence entre des CV qui passent et des CV qui passent pas. Ça m'a rappelé les boîtes de nuit des années 80. Finalement, je me suis dit rien n'a changé. Mon CV, il y a un gorille de boîte de nuit qui l'ouvre et qui le jette à la poubelle systématiquement. Ça n'a pas changé. Et donc, je me suis dit, j'ai le choix. Soit je deviens une énième victime de racisme, de discrimination, sachant que j'avais subi toutes les discriminations au sein même de ma famille, de tout ça. J'ai la vingtaine, j'ai pas une thune. À ce moment-là, je suis en Angleterre. Je me suis dit, soit je crève la dalle, soit je finis très très mal, mais quand je vous dis très très mal, je finis au plus bas de ce que vous pouvez imaginer, soit je me prends en main et je suis l'éducation de mon père. J'avais le même âge que lui quand je suis arrivé en Angleterre. Il neigeait, j'arrive à Woolston Green, je connais personne, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de logement, il neige. Alors, quand je vous disais il neigeait vraiment. J'ai pas un centime, j'ai qu'un gros sac avec moi, c'est toute ma vie qui est là. Je fais quoi? J'avais tellement pas les moyens que je suis pas arrivé en train en Angleterre, je suis arrivé en bus. Vous savez, le bus là, des Desperados là, vous savez, c'est le bus, vous voyez limite des sans-papiers avec vous, dedans, vous regardez dans les yeux des gens. Et donc moi j'arrive avec mes diplômes, ma bonne volonté et tout, mais donc je fais quoi? Les quelques centimes, ma vie, littéralement, je ne suis pas dans un film. Hein. On ne vous coupera pas au montage. Hein. Si tu crèves la dalle, tu crèves la dalle, c'est tout. Donc, on peut me juger autant qu'on veut. J'ai eu ce moment où je me suis dit, mon père, il aurait fait quoi? Et mon père, je me suis rappelé de son humilité, en fait. Parce que vous savez, les gens, notamment dans les réseaux sociaux, qui m'insultent de tous les noms, oui, le traître, le machin, il a changé de nom. En fait, ils sont victimes d'un orgueil monstrueux. Combien de fois on m'a sorti la grande tirade de « Moi, je suis né machin, jamais de la vie, je changerai... » Ben en fait, t'es juste orgueilleux. En quoi t'as du courage de faire ça? L'inverse de l'orgueil, c'est l'humilité. Et ben j'ai essayé d'imiter mon père. Mon père, il avait cette humilité. Il s'est dit « Je travaillerai, je ferai ce qu'il faut pour nourrir mes enfants, et moi j'ai fait ce que j'ai pu pour me nourrir moi-même. » Et je crois que finalement ça a bien marché. Ça a bien marché parce que très 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 vite, je me suis retrouvé dans des postes à recruter des PDG de grands groupes. Le changement de nom, c'est aussi un changement de nom NON, c'est-à-dire que c'est moi qui dis non maintenant quand on me propose des opportunités. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Avant, mais je demandais n'importe quoi, moi j'aurais travaillé n'importe où, j'aurais nettoyé par terre, j'aurais fait n'importe quoi, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Donc, c'est une prise de pouvoir. Et puis le deuxième sujet là-dessus, je suis désolé d'être long, mais c'était un sujet très complexe, c'est de refuser l'injonction identitaire en fait. En fait,
votre nom, vous en avez hérité, mais c'est pas une prison. Vous pouvez aussi réfléchir sur qui vous êtes, en quoi vous croyez, en qui vous voulez être en fait. Et vous pouvez aussi vous dire, ben non, en fait, j'ai le droit de me réinventer, j'ai pas besoin d'être prisonnier. Je veux dire, si il faut avoir une sorte de... C'est pour ça que c'est une proposition qui vient du futur, parce qu'on est dans l'ère du dogmatisme, de la rigidité, de plus vous êtes violent et plus soi-disant vous êtes intègre. C'est pas vrai du tout. Moi je pense qu'il faut être au contraire très fluide, il faut être très agile, il faut être très flexible. Je pense que la vertu elle est là plutôt. Donc dans un monde qui change tout le temps, avec des racines qui sont extraordinairement lointaines, parce que ce qui choque beaucoup de gens, si on ne tourne pas autour du pot, c'est de passer d'un nom qui était vécu comme musulman à un nom qui est vécu comme non-musulman, si on crève un peu l'abcès chez certains esprits. Moi je ne dis pas que je ne suis plus musulman, je dis juste que si vraiment vous accordez du crédit à ce que vous appelez l'islam, accordez-lui autre chose qu'un simple nom. Si Dieu existe, vous croyez vraiment qu'il en a quelque chose à foutre de savoir comment vous appelez, c'est plus important. La spiritualité, c'est bien plus beau, bien plus grand que tout ça. Ce qui compte, c'est de célébrer l'intelligence dont vous avez hérité. Votre capacité d'adaptation, elle est là, la seule spiritualité qui vaille. Votre intelligence, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Dieu s'il existe. Donc je trouve que ces jugements à l'emporte-pièce, j'en ai bien reçu, nombreux, mais l'héritage de mon père, je le mets en avant livre après livre. Donc c'est en aucun cas un reniement, c'est au contraire une manière, je trouve, de guérir de cette injustice, de ce mépris dont on a hérité. Et c'est drôle parce que plus les gens sont horribles avec moi et dans le jugement, dans ce registre des traîtres et des je sais pas quoi, et moins ils ont fait de choses dans leur vie pour défendre cet héritage. C'est quand même intéressant, ces vases communicants. Et je leur dis, moi je suis très très patient, plus ils sont vindicatifs et plus je leur dis, mais t'as écrit quoi au juste? T'as fait de la musique, t'as créé, tu peins, tu fais quoi en fait pour parler de ton héritage dont tu es soi-disant si fier? Qu'est-ce que tu fais en fait? Eh ben il n'y a rien. Il n'y a rien derrière en fait. C'est pire qu'il n'y a rien. Il y a un overdraft, il y a un découvert. On est sur du minus, on est sur une telle négativité que leur comportement nuit à l'héritage qu'ils prétendent défendre. Donc c'est même pas rien, c'est du négatif. Regardez dans les médias l'image des populations dites maghrébines, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en France, génération après génération, on est encore taxé. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions aussi collectivement. Il y a un bilan à se faire entre nous, en famille. Se dire, mais il y a un souci quand même. Il y a un souci. Moi, j'ai un petit frère qui a fait tellement d'allers-retours en prison. S'il avait eu une carte comme dans les cafés, une carte de fidélité, mais il aurait eu droit à un café gratuit. Il a tellement... Et donc à un moment donné, il faut qu'on se remette en question aussi. Qu'est-ce qui explique que dans une même fratrie, vous en avez qui vont en prison, d'autres qui font HEC, d'autres qui font... Qu'est-ce qui se passe? Je crois aussi, et j'en ai fait de la sociologie, je peux vous parler du déterminisme social, mais je crois aussi qu'à un moment donné, on est aussi moteur de sa vie. On est aussi dans la capacité de se réinventer si on en a envie. Encore une fois, c'est une décision qu'il faut prendre. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'amour, vers le pardon, vers l'aspect positif de la vie. Et vous verrez, les portes, moi, elles se sont ouvertes vraiment de manière assez extraordinaire. Je suis passé vraiment du tout au tout, très 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 rapidement. Aujourd'hui, j'habite très confortablement en Angleterre, j'ai un appartement à Paris, la semaine dernière j'étais à Alger, je voyage, je fais plein de trucs intéressants, je rencontre plein de gens, j'ai dîné avec Lilian Thuram, je me retrouve dans des trucs complètement bizarres. Là, des fois j'ai des moments où je me pince un peu, je me dis mais ma vie est quand même un peu bizarre. Mais c'est merveilleux et en même temps j'ai construit cette ouverture-là sur le monde. Et je me dis, bah, c'est quoi l'alternative en fait? Bah tant pis, donc si on rembobine le film sur le jeune homme que j'étais qui change de nom, et ben si j'avais pas fait tout ça, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été un fait divers, un énième fait divers. Pour parler de sociologie et peut-être du capital culturel, vous écrivez à propos de votre père
Tu t'es déraciné pour que tes enfants s'enracinent en France. Je suis donc devenu français au prix de ta vie, que je ne renie pas, au contraire. Quant à l'Algérie, comment l'oublier, moi qui cherche son souffle, livre après livre. Une dernière question avant de donner la parole à la salle, parce qu'il y a aussi un personnage qui est présent dans ce livre, dans votre souci de fresque humaniste de l'histoire franco-algérienne, vous avez le souci d'autres souvenirs, d'autres mémoires. Il est question ici par exemple de Harki, de Pied Noir, dans un livre précédent il était question des Juifs, il est aussi question à travers la figure de votre mère des femmes. Ah oui. Des femmes en immigration. Merci de le dire, ça c'est très important pour moi. Moi je pense que il n'y a pas, après Samia, il n'y a pas plus féministe que moi, on est d'accord. Parce que vraiment tous mes livres sont des hommages aux femmes. Vraiment tous mes livres, sans aucune exception. Je ne sais pas écrire autrement en fait. Mon premier roman en 2008, que j'ai écrit quand j'avais 20 ans, c'est l'histoire d'une jeune femme d'Iya, une Kabyle qui vit dans les bidonvilles de Nanterre en 61, et elle a un pouvoir magique de réinvention, et elle transforme les bidonvilles, les baraquements, la boue, les rats, en palais des milliers de nuits. C'est un livre qui pose la question de l'imaginaire, mais aussi de la liberté des femmes, et leur incroyable sens de la vie et du sacrifice et de leur courage. Et puis le livre suivant aussi, je parle essentiellement des femmes, et même pour parler de mon père, je suis obligé de rendre hommage à ma mère. Quand je dis un homme sans titre, entendons-nous, un homme c'est au sens anthropologique, mais c'est évidemment les femmes, bien évidemment. Et donc moi vous savez, je suis un homme à femme, ça peut vous faire rire, mais vraiment je le suis, parce que je pense qu'on leur doit tout, de l'éducation au sens de la survie, à l'adaptation, à l'humour, à la nuance. Moi, je ne pourrais pas vivre dans un monde sans femmes, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qui vous a été reproché, gamin. Vous préfériez la compagnie des filles que des... Ah oui, je n'avais que des copines, quasiment. Ben oui, je les trouvais infiniment plus subtiles et intéressantes que les garçons. Ça dépend desquelles, bien sûr. En ce qui concerne le choix que j'avais en tout cas dans le quartier, je trouvais que les filles étaient infiniment plus subtiles, plus drôles, plus douces. Je sais pas. C'est la vie, c'est merveilleux, et je pense qu'il faut les deux, évidemment. Et d'ailleurs, je suis un féministe très dur, moi je suis un peu à la banne inter, c'est-à-dire que j'estime que je ne suis pas dans la lutte des sexes, pas du tout. Je ne suis pas là à maudire les hommes et dire oui, je me suis embrouillé une fois avec une pseudo-féministe dans un débat à cause de ça, parce que je lui dis, faites attention, hein, la barque est un peu lourde contre les hommes, parce que vous oubliez juste une chose, c'est que c'est les mères qui transmettent le machisme. Et je lui avais donné l'exemple de quand petit, moi, tout gentil, je proposais à ma mère de passer la serpillière ou de débarrasser la table, elle disait laisse, c'est ta sœur, exactement, c'est toi qui as terminé ma phrase. Donc on est tous témoins de ça. Il y a une transmission des valeurs sexistes, machistes, et on formate. Et c'est triste parce que les filles, à leur tour, deviennent victimes de ça, je veux dire, et elles retransmettent. Mais c'est ça le problème de la maltraitance en général, on reproduit la maltraitance. Regardez ce qui se passe avec les femmes iraniennes. Vous avez celles qui sont courageuses et qui s'émancipent des carcans, puis vous avez celles qui sont complices des polices des mœurs. Et vous vous dites, mais pourtant ce sont des femmes, elles devraient être toutes solidaires. Mais non, parce qu'il faut s'émanciper de tout ça. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des réactions dans la salle? C'est à vous. Monsieur, oui. Moi, je voudrais revenir sur le changement de prénom. C'est étonnant parce que d'être surpris d'un changement de prénom, d'abord le prophète s'appelait Abel Kassim quand il est né, il est devenu Mohamed à partir du moment où il a rencontré la spiritualité. Et souvent les gens, quand ils rentrent en spiritualité, changent de prénom. Et en vous écoutant, on se demande si vous avez pratiqué l'octuple sentier, c'est-à-dire aller jusqu'à l'éveil, puisque le pardon, le vrai pardon, quand on a le pardon avec l'amour, c'est qu'on arrive à l'éveil. C'est ce que disait Siddhartha, qu'on appelle aussi le Bouddha. Donc aussi le nom, peu importe, on le change souvent quand on entre en spiritualité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis ébahi par ce que vous dites, merci. Merci, c'est très fort ce que vous dites. Vous avez raison. Et moi j'ajouterais une autre dimension à ça, puisqu'on est au sein de l'association culturelle berbère, c'est que notre héritage est très ancien.
Et qu'à ce titre, moi je revendique une identité méditerranéenne qui, par définition, est extraordinairement subtile et complexe et nuancée, et qui se nourrit des Grecs, des Italiens, de tout le bassin méditerranéen, autrement dit le berceau de la civilisation. Et donc sur des siècles. Et sur des siècles, on s'est appelé Kosséine, on s'est appelé Jugurtha, on s'est appelé tellement de belles choses. Donc me limiter par une sorte d'injonction complètement fantasmée, pour ne pas dire fanatique, à un champ identitaire un aspect seulement sédimentaire de nos identités, mais qui existe, que je ne renie pas, loin de là, mais qui n'est qu'un aspect. Et si on parle de religion de 2 minutes, on pourrait résumer ça par une volonté de vérité, quelle que soit la religion. Moi, mon souci de vérité, c'est aussi la vérité historique. La vérité historique, c'est que nous sommes extraordinairement complexes historiquement. Et moi, je suis le fruit, comme vous tous ici dans cette salle, de cette histoire très complexe sur des siècles. Et je ne veux pas être limité. Moi, j'ai adoré, j'étais à une réunion avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit, les prénoms en islam, les prénoms musulmans, ça n'existe pas. Les noms musulmans, ça n'existe pas. J'ai adoré qu'il dise ça. J'ai trouvé que ça témoignait d'une telle subtilité de dire ça. En fait, c'est fascinant même, d'ailleurs, ce sujet-là. En fait, on confond beaucoup... L'identité, vous savez, c'est d'abord un fantasme. Vous rêvez d'être. Vous pensez être. Mais vous êtes autant de personnes qu'il y a de gens autour de vous, déjà, pour commencer. Il n'y a pas une version qui sera la même. Ensuite, votre récit personnel, votre histoire personnelle, il y a autant de versions que de gens qui vous ont croisé, et le lendemain, vous donnerez une nouvelle version. Donc nous sommes dans le récit permanent, dans le roman, l'autofiction permanente. Et donc ça appelle à l'humilité, en fait. Et puis, dernier point, moi je suis un humaniste, mais vraiment convaincu. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a qu'une seule humanité. Donc, si demain je dois porter un prénom italien, je le ferai. Hein. J'ai vécu à Milan, il n'y a pas de problème. Donc vous savez que j'ai vécu autant d'années en Angleterre que j'ai vécu d'années en France. J'ai un passeport britannique, entre autres. Je pourrais tout à fait porter un nom britannique. Mes amis en Grande-Bretagne me considèrent tout à fait anglais. Ça peut vous étonner aujourd'hui. Mais donc, je suis une accumulation identitaire que je pense riche, en fait. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et je pense vraiment que nous sommes victimes d'une pression sociale qui a vraiment une histoire idéologique et qui est en réalité une importation de régions du monde extraordinairement sclérosées, enquistées dans des rigidités qui ne sont pas les miennes en tout cas. Et c'est pour ça que je suis content que vous citiez de telles références, parce que ça donne une belle perspective historique à ces changements de nom. Franchement, c'est votre vie, faites ce que vous voulez, appelez-vous comme vous voulez. Prenez... Je veux dire, c'est vraiment le b.a.-ba de la liberté, en fait. C'est fou, hein. Quand j'étais à Alger récemment, il y avait un parterre très compliqué à gérer, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'humour en ce qui concerne l'identité là-bas. Vous vous appelez comment quand vous allez en Algérie? Ah, je m'appelle Xavier Leclerc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au passage les autorités françaises qui m'invitent en Algérie, c'est pas l'Algérie. Je dis ça, je dis rien. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est triste parce que je devais y être il y a quelques jours avec Annie Ernaux. Annie Ernaux s'est vue refuser son visa. C'est aussi là. Oui, aussi là. Elle s'est vue refuser son visa. Vous dites prix Nobel de la paix, de littérature, et vous retrouvez... C'est de la dinguerie tout ça quand vous y pensez. Et là vous vous dites mais... Ah non, c'est pas de la dinguerie parce que vous avez dit que vous êtes un futuriste là, et que vous serez compris dans 50 ans. Oui, mais... C'est presque logique. Oui, je parle au présent là. Pour le moment c'est de la dinguerie, on est d'accord. J'ai bon espoir qu'on comprenne que c'est de la dinguerie dans 50 ans. Mais pour le moment, on vit dans un monde de fous. Vous avez un prix Nobel de littérature qui veut vous rendre visite, qui a été solidaire pendant toute sa vie de l'Algérie, et qui, parce qu'elle a fait une remarque un peu trop explicite à l'égard d'un cachot à ciel ouvert en lien avec l'emprisonnement des opposants, un idiot zélé d'un consulat a tamponné non, hors de question. Vous vous dites, mais mon Dieu, où est passé notre sens du dialogue? Parce que l'Algérie, c'est un pays du dialogue. Alger, on l'appelait la Mecque des révolutionnaires dans les années 70. Vous aviez les Black Panthers, vous aviez tout le monde, tout ce qui bouge, de révolter, tous les damnés de la terre, les France-Femmes, tout le monde habitait en Algérie. Ils venaient, ils se rencontraient, etc. C'est ça l'Algérie pour moi. L'Algérie, c'est pas ce résidu d'une sorte de
fausse spiritualité importée des pétrodollars, là, qu'on nous vend comme si c'était la réalité de la culture algérienne. On n'est pas des Égyptiens. Déjà, enfin, on a un bassin culturel qui est beaucoup plus lointain que tout ça. Et donc, je pense que... Et puis, l'autre point sur le changement de nom, et j'arrête là-dessus, c'est que il faut savoir un truc. La majorité des Algériens ont un nom qui n'est pas le leur. Au 19e siècle, vous aviez des officiers coloniaux qui quadrillaient le terrain, qui se rendaient de village en village et attribuaient ce qu'on appelait l'accolation patronymique à chaque habitant des hameaux. Les méthodes étaient très simples. Soit il était inspiré par la cicatrice sur le front et il va l'appeler Monsieur Cicatrice. Un singe qui passe, Monsieur Singe. Une chèvre qui fait trop de bruit, Monsieur Chèvre. Ou alors, par ordre alphabétique, il se dit tout ce hameau-là, ça va être la lettre B. Allez, Ben Mohamed, Ben Machin. Et c'était vraiment aussi paternaliste, aussi pathétique. Mais c'était comme ça. Et donc aujourd'hui... Celle-là, il est mieux que ça. Ah bah, je ne peux pas rivaliser avec Félag, mais notre cher ami Félag, mais vraiment, ces histoires de changement de nom, c'est ridicule. Après, vous avez la troisième catégorie du 19e siècle, c'est celle qui avait un nom, mais sur laquelle l'on a effacé, et pour créer ces fameux papiers d'identité, on a mis sans nom patronymique, SNP. Donc vous aviez une catégorie qui a duré jusqu'à 1973 en Algérie. Vous aviez des gens qui s'appelaient SNP jusqu'à 1973. Donc je crois qu'on a un sérieux traumatisme collectif à gérer sur la question du nom. Alors quand les gens me disent « Oui, mais moi je suis fier d'être machin », t'es fier de quoi? De t'appeler Monsieur Singe? Parce que est-ce que tu sais que ton nom en fait en arabe ça veut dire singe? Donc est-ce que tu as compris qu'au 19e siècle, il y a un connard avec ses petites lunettes qui a décidé que tu t'appellerais singe parce qu'il a probablement vu un singe passer sur une branche et qu'il avait si peu de considération pour toi qu'il a décidé de t'appeler Monsieur Singe. Et toi, tu es en train de me dire que tu es fier? Un autre point, et vraiment je termine là-dessus, début du XXe siècle, il était interdit aux indigènes de porter un prénom autre que musulman. Parce que les textes disaient on ne veut pas diluer la race. Donc moi, ce que je fais en changeant de nom, c'est subversif. Je suis en train de dire je ne suis pas votre indigène. Je fais ce que je veux. Je me réinvente 1000 fois s'il le faut. Je prendrai le nom que je veux. Je raconterai l'histoire que je veux. Je ne veux pas d'un récit qui m'est imposé. Je ne veux pas d'un nom qui m'est imposé. Je ne veux même pas d'une naissance ou d'une classe sociale qui m'est imposée. Je veux m'affranchir de tout ça. Et si c'est pas ça la définition d'un amazir, d'un homme libre, je ne sais pas ce que c'est. Ça bouge, on va commencer. Bonsoir à tous. J'imagine bien que quand on parle du changement de nom ou des gens qui vous reprochent votre changement du patronyme, c'est pas tant le changement lui-même. Hein. On savait dans les villages kabyles par exemple, parce que c'est ceux que je connais, et il y a plein de gens qui ne s'appellent pas par leur nom ou par leur prénom. Vous, votre changement de nom, c'est le fait de s'appeler Xavier Leclerc. Vous auriez pris un autre nom, vous auriez fait appeler Nassimissa ou Jugurtha comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, ça n'aurait pas posé de problème. Je ne vous apprends rien, j'imagine. C'est pas tant dans votre l'idée de changer de nom. Donc vous êtes en train de me dire que le terrain pour vous de l'acceptabilité, c'est de rester dans l'enclos, dans le même enclos. Tant qu'on reste similaire aux autres moutons, tout va bien. Ben, j'imagine, enfin moi ça me pose aucun problème dans l'absolu. Non, mais c'est un vous générique, c'est un vous de scénario. C'est pas vous personnellement. Mais vous comprenez que l'enjeu de liberté est là, justement. C'est de dépasser l'enclos. C'est de dire une fois pour toutes, en fin de compte. Mais vraiment c'est ça la liberté. C'est-à-dire que la liberté c'est... Si j'ai envie de rester, je reste, mais si j'ai envie de franchir cet enclos, je le franchis. Et dès lors que quelqu'un se permet de vous dire tu dois rester derrière la barrière, moi je trouve que, je l'ai dit à Alger, j'ai surpris les gens, je vous assure qu'ils n'ont pas regretté le voyage. Je leur ai dit, mais en fait, vous pensez à l'indépendance, mais vous pensez à l'indépendance des corps, vous ne pensez pas à l'indépendance des esprits. Je leur ai dit, il faut vous décoloniser mentalement. Décolonisez-vous mentalement. C'est-à-dire que moi, ma théorie, c'est que les gens sont encore des sujets. Ils sont encore esclaves mentaux d'un système.
Donc je pense qu'il faut s'affranchir de tout ça, et il faut se donner le droit de se réinventer. Oui, après Ben. Oui. Alors moi là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous, pour l'avoir vécu, subi, pas moi directement, mais mon entourage. C'est vrai que la colonisation, elle est omniprésente, aussi bien dans la génération de nos parents, mais ça, c'est presque normal, mais de leurs enfants, c'est pire. Né en France, et ils la subissent encore, c'est horrible. Et je reste, ça, c'est juste un constat. Mais pour le changement de nom, vous parlez beaucoup de liberté, mais je pense qu'avant de la liberté, je pense que c'est une question de survie. Si j'ai bien compris votre récit, si j'ai bien compris votre parcours, entre guillemets, vous partiez avec quand même 2 handicaps qui n'étaient pas des moindres dans l'époque où vous viviez et dans la région dans laquelle vous viviez, avec l'histoire de vos parents. Évidemment, c'était pas du tout évident. Donc, il fallait se sauver, et pour se sauver, il fallait également changer. Il fallait changer d'identité pour pouvoir renaître. Donc, c'est une espèce de renaissance. Donc, c'était une question pour moi de survie. Aujourd'hui, on peut parler de liberté parce que vous avez le statut que vous avez aujourd'hui. Vous avez également l'acquis intellectuel que vous avez, et puis peut-être également cette distance qui vous permet aujourd'hui de dire je me sens libre, j'ai le droit d'être libre, et je vous le prouve pas, je le vis, mais vous pouvez le faire qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était pas une question de liberté, c'était une question de survie, je pense. Vous avez tout à fait raison, mais la vie est très complexe, on peut difficilement résumer les choses, mais il y a eu plusieurs étapes. Et je l'ai dit en substance tout à l'heure, la première étape c'était la survie. Je n'étais pas à Saint-Germain-des-Prés, au Domago, en train de me poser la question de qui je veux devenir. C'était pas du tout perché, c'était très, très pragmatique. Il fallait trouver un taf. C'était vraiment de la survie. Sauf qu'après, il faut vivre avec. Et il faut traverser le miroir. Et là commence, comme pour tout le monde, un cheminement. Et j'ai cheminé et j'ai réalisé qu'en fait ça pouvait être aussi au-delà de la douleur initiale, parce que c'est douloureux aussi. Au-delà de la douleur initiale, c'était aussi une source d'apaisement in fine. En tout cas dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai fini par comprendre, notamment par la déférence que soudainement je recevais, que je n'avais pas connue avant. C'est fou, hein, c'est une sorte de cape d'invisibilité. Incroyable. D'un seul coup, j'appelle pour une réservation. Monsieur Leclerc, c'est pas du tout ce que j'avais connu avant. Je vous jure, c'est tragicomique. Mais c'est tragicomique. C'est-à-dire que je ne vivais plus du tout dans le même monde. Je n'avais plus du tout. Moi, j'avais grandi comme peut-être presque nous tous dans cette salle avec cette horrible angoisse, mais sans le savoir. C'était comme un type qui a une bosse dans le dos qui finit par s'y habituer. C'est-à-dire que vous vivez avec ce poids horrible de la discrimination, du regard, de la suspicion permanente. Vous cherchez un logement, ça va être chaud, mais vous l'intégrez en fait, c'est tout à fait normal. Vous finissez par comprendre que c'est normal, en fait. Vous devenez presque fataliste en fait. Et là où je pense que c'est une sorte d'acte romanesque de ma part, ce que j'ai fait, c'est de dire, mais en fait non, je ne vais pas l'accepter ce truc. Vous savez, il faut des gens qui à un moment donné disent non, moi je vais m'asseoir sur ce banc, même si je ne suis pas autorisé. Et là où certains vraiment ne me comprennent pas, notamment les plus jeunes, et vous avez raison de le dire, le cancer c'est métastasé, cancer de la mémoire, c'est métastasé, donc les nouvelles générations sont encore plus perdues. Elles sont brouillées, elles sont en colère, tous en kyste, et il y a un devoir pédagogique énorme à faire avec les nouvelles générations. C'est pour ça qu'on assiste même à des régressions collectives. Moi, les nanas dans les années 80, et nos grandes sœurs, elles voulaient juste s'éclater, elles voulaient juste devenir françaises en fait. On ne se posait pas toutes ces questions de merde, de repli identitaire, machin, il y avait juste une volonté d'être égal à égal en fait. Et puis bah, j'en ai vu vraiment physiquement régresser. Revenir à des vieux schémas que même leurs parents n'avaient pas connus. Donc quand je vous dis on invente, on se réinvente, elles aussi elles se sont réinventées. Sauf qu'on n'a pas choisi le même film. Et moi j'ai choisi le film que j'appelle très rapidement celui de la liberté. Vous savez, moi mes grandes sœurs par exemple, les pauvres, moi j'aurais... Mes grandes sœurs, ma grande sœur et mes autres sœurs, j'ai 4 sœurs. J'aurais voulu qu'elles s'émancipent.
J'aurais voulu, je vous jure, ça me brise le cœur, j'aurais voulu qu'elle devienne libre. J'aurais voulu, moi j'ai ce truc, je ne serais jamais guéri de cette douleur. Je vous le dis, c'est très personnel. Mais mes 4 sœurs, j'aurais voulu qu'elles deviennent ces femmes libres, comme Samia, qu'elles prennent un café quand elles en ont envie, qu'elles sortent avec qui elles veulent, je ne demande pas la lune, hein, qu'elles aient un métier, qu'elles se marient ou pas si elles en ont envie. Vraiment, je vous jure que je ne demande pas la lune. J'aurais tellement voulu ça pour elles. Mais malheureusement, j'ai compris qu'en fait, il y avait ce qu'on appelait les injonctions identitaires. Et que malheureusement, quand je vous dis la colonisation, elle est d'abord mentale, nous sommes les propres propagateurs de cette colonisation mentale. C'est-à-dire que nous avons hérité de logiciels absolument archaïques. Il y a du beau, il y a un héritage magnifique, linguistique notamment, il y a des belles choses, mais il y a aussi des cancers archaïques dont il faut se débarrasser. Et que toutes les cultures ont fait le ménage. Mais visiblement, nous, je ne sais pas ce qui se passe, on fait des blocages, on a du mal à faire le ménage. On le vit comme une agression, là où les chrétiens, par exemple, parleraient d'aggiornamento, de mise à jour. Et eux, ils font le ménage, il n'y a pas de problème. Toutes les cultures font le ménage. Et je pense que c'est sain. On ne peut pas vivre comme il y a 1400 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisqu'il était question de Ben Mohamed tout à l'heure. Oui, moi c'est à propos du propos que vous avez écrit sur la misère en Kabylie. Je voudrais savoir si ça a été un produit de la transmission des parents ou alors le produit inspiré par le texte de Camus sur la misère. Parce que dans le texte de Camus, quand il parle d'un enfant qui dispute sa pitance au chien, ça, je ne l'imagine pas du tout en Kabylie. Peut-être qu'il a vu ça. Mais ça ne peut pas être un enfant qui dispose de toutes ses facultés. Parce qu'il y a l'idée de dignité chez nous. Moi, j'ai vécu en zone interdite, la misère, où on n'avait pas à manger. Eh bien, quand on n'avait rien, il y avait les champs pour aller manger. Etc. Et puis des glands. On connaissait les chênes qui fournissaient des glands doux et des glands amers, etc. Et tout ça... C'était quelle décennie votre enfance? Hein? C'est la même chose. Votre enfance, c'était quelle décennie? Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 44. 44. Donc j'ai vécu la guerre, je me rappelle très bien, même avant la guerre. Donc j'ai bien connu la misère. Bien sûr. Donc, et je connais le sens de la dignité qui existait chez nous. Vous savez, monsieur, d'abord, sincèrement, le témoignage dont il est question, moi, on est en 1939, pour être très précis. Les années 30, franchement, c'est documenté. Et puis, en ce qui me concerne pour ce récit, c'est vraiment hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois des souvenirs de ce que mon père m'a raconté, mais aussi de nombreux témoignages, mais aussi, effectivement, des articles de Camus. Il n'y a pas de raison d'en douter. Après, ce que vous, 5 ans plus tard, vous avez vécu autre chose, aussi probablement dans un autre hameau, déjà, quand même, de ce que j'entends, il y avait de la misère, quand même. Donc, ah oui, l'autre élément, je vous demande, j'entends avec beaucoup de bienveillance et de considération ce que vous me dites. Hein. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas opposer subir la pauvreté avec la dignité. La dignité, elle est en vous. Et Camus, d'ailleurs, en parle. Il dit que ce sont des gens très très dignes. Mais quand vous mourrez de faim, vous pouvez être aussi digne que vous voulez, vous mourrez de faim, point à la ligne. Ce n'est pas un enjeu de dignité. Les cadavres s'empilaient littéralement. Les gens n'avaient pas la force de creuser. On couvrait les cadavres de pierre. Tellement les gens n'avaient pas la force physique de creuser. Ils étaient littéralement mais épuisés de fatigue. Et donc,
je ne veux pas violenter les récits des uns des autres, chacun a son vécu, chacun a vécu, et tant mieux si ce n'était pas aussi grave, peut-être dans votre expérience, mais la dignité, elle était là. Même pour ces enfants qui se battaient. Un enfant, c'est beau et c'est digne, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Même s'il se bat pour des restes contre des chiens errants. Le chien ne va pas lui retirer sa dignité au gamin. C'est un gamin c'est pur, c'est innocent, il fait ce qu'il peut pour survivre. Ce n'est pas un enjeu de dignité pour lui à ce moment-là. Vraiment, hein. La dignité, elle est ailleurs. La dignité, elle est dans... Est-ce qu'on raconte leur histoire ou pas? Moi, je pense qu'il y a une forme d'indignité de ne pas raconter cette histoire-là, en fait. Je pense que laisser cette mémoire disparaître de toute cette génération-là d'hommes très dignes, justement, et de ne pas raconter leur histoire, ce n'est pas leur rendre justice. Je pense qu'il n'y a pas de dignité sans justice. Il peut y avoir de la dignité et de la pauvreté, mais il ne peut pas y avoir de dignité sans justice. Sans vérité. Sans vérité, absolument. Et Dieu sait que c'est d'actualité. Donc je corrobore ce que dit le monsieur un petit peu. Donc moi aussi j'ai vécu dans une zone interdite. Et donc en 58, 56, donc il y avait le plan Charles. Et je suis allé au marché ramasser les os qui restaient pour nourrir ma famille. Je me souviens avec ma grand-mère, on était allé dans les champs récupérer des herbes pour les faire bouillir avec de l'eau et du sel. Et c'est tout ce qu'on avait. Vous aviez quel âge? Moi j'avais 3-4 ans. J'ai un très bon souvenir. J'ai une très bonne mémoire. Donc là, c'est les années 58 et c'était pas une question d'argent. C'était effectivement l'impossibilité d'avoir accès à la nourriture. Parce que toute personne mobile était exécutée. Oui. Et donc les enfants tout petits pouvaient passer, les femmes étaient violées, et les femmes mettaient des lames gilettes dans leurs sous-vêtements pour se protéger. C'est terrible. Merci pour votre témoignage. Non, c'est juste une petite anecdote. Une dernière question. Pardon, excusez-moi. Hand et puis Belkacem, comme tu as parlé, on a donné la parole d'abord à Hand. Dans ce que vous avez apporté ici, concernant essentiellement un récit autobiographique, on est sensible à votre sensibilité précisément et qui est exprimée avec beaucoup de finesse et de justesse, à mon avis. Une petite réserve, c'est quand vous nous parlez des souvenirs que vous avez de liberté d'Alger, qui était la Mecque de la Révolution, boumedienne, en 69 en particulier, on l'a découvert, moi j'avais 20 ans, parce que je me situais en 69, donc j'ai vécu ça à Alger, on découvrait Myriam Makeba, etc. De loin c'était parfait, sauf que la dame dont le portrait est là, elle s'est déplacée à Alger, on l'a interdit de chanter, c'était interdit de prononcer un seul mot de berbère, et qu'un an après, on a assassiné à Francfort Krim Belkacem, qui a signé les accords d'Évian qui ont abouti à l'indépendance d'Alger. Donc il faut quand même relativiser cette image qui est faite vraiment pour l'exportation. Et je ne veux pas entrer dans le détail, vous raconter mes misères à moi, d'étudiant, et c'était pas rigolo du tout. Deuxième observation, c'est par rapport à la religion. Vous dites pour vous, la vraie religion, enfin le véritable islam, le vrai prophète, etc., c'est la vérité. Moi, c'est pas tout à fait ce que je dis. Hein? C'est pas tout à fait ce que je dis en l'occurrence. Là, vous faites votre propre montage en l'occurrence, mais c'est pas tout à fait ce que je dis. Non, je ne fais pas de montage, je me suis peut-être trompé, c'est complexe que ça. Ouais. En tout cas, vous avez cité par exemple l'imam de la mosquée de Paris qui dit les prénoms musulmans, c'est pas un problème, etc. Alors je vous assure que c'est un problème. Les prénoms musulmans en Algérie, au jour d'aujourd'hui, on refuse des prénoms parce qu'ils ne sont pas musulmans, par exemple. Donc, quant à la religion, la vraie religion, bon, chacun a tendance à dire que la vraie religion c'est la mienne,
Maintenant, si vous dites que la vraie religion, c'est celle des origines, il y a 14 siècles, c'est pas du tout ce que je dis. Hein? C'est pas du tout ce que je dis. Non, je dis si c'est ça. Oui. Non, mais d'abord, la religion, pour moi, je vais être très très simple là-dessus, c'est une affaire absolument personnelle et privée. C'est-à-dire que je me garderais bien de dire aux gens quoi croire ou pas croire, quelle est la religion ou la pas-religion. Je vous parle d'un point de vue sociologique. Je ne vous donne même pas, sincèrement, non, mais c'est important comme sujet, je ne vous donne même pas mon avis sur la religion parce que mon avis ne regarde que moi sur la religion. C'est quelque chose de tellement personnel, ce serait pour moi aussi absurde que de vous dire la tarte au chocolat c'est bien meilleur que la tarte à la vanille. Ça n'a pas de sens en fait, c'est de la spiritualité, ça vous regarde, c'est un cheminement personnel, quelle que soit la religion, donc moi je me garderais bien de juger vraiment, hein, c'est pas un terrain dans le non, c'est-à-dire qu'en Algérie, c'est vraiment pas rigolo la religion, parce que on emprisonne des gens, des maçons qui sont dans un coin et qui, pendant le ramadan, mangent sur le chantier, à l'intérieur d'un enclos, on les fout en prison pour ça. Et cette religion, elle est embêtante parce que c'est celle de l'État. Et c'est ce qui vient vous chercher. Moi, ça ne me gêne pas que les gens, vous avez une conception quelconque de la spiritualité, vous gardez pour vous, j'adhère, bien entendu. Mais c'est pas ça qui est c'est celle que l'État impose, c'est celle que la société impose. Et ça, c'est beaucoup moins rigide. Je vois ce à quoi vous faites référence, mais sans être lourd là-dessus, j'ai envie de vous dire un peu méchamment, je crois que les gens n'ont même pas attendu l'État pour s'imposer quoi que ce soit. Hein. Je crois que les superstitions, les interdits... Je veux dire, non mais l'État, je suis clairement, on rajoute une bonne louche, hein, je suis bien d'accord avec vous, hein, je ne vois pas qui pourrait vous contredire là-dessus, mais je peux vous dire sincèrement que ce serait plus constructif de se remettre en question collectivement aussi, et pas juste la figure de l'État. Je pense que quand vous voyez les familles, même ici, on n'a pas besoin d'aller en Algérie, mais j'allais vous dire, plus ici que là-bas d'ailleurs, je trouve que les gens se comportent très souvent de manière limitante, quoi. Et c'est dommage, quelle que soit leur religion d'ailleurs, mais en ce qui concerne notre héritage collectif ici, vraiment, il y a du ménage. Il y a du ménage. Et vraiment, quand on parle des interdits sur les femmes, sur plein de choses, franchement, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Ça, je suis très triste de le constater. Je trouve qu'on est encore vraiment... merde, quoi. Quand est-ce qu'on va sortir de ce logiciel, quoi? C'est pas possible. Moi, j'ai une amie libraire à Ikabil, à Lyon, je ne vais pas la nommer, mais la pauvre, elle me dit, ouais, ça fait des années que je suis avec mon petit copain, on veut se marier, on va avoir un enfant, mais il est hors de question que je le dise à mes parents, ils vont mourir, c'est un Français, nanana. Je me dis, putain, on en est là, quoi. Quand est-ce qu'on va se sortir? Quand je vous parle de dinguerie, voilà un exemple de dinguerie. Donc, on n'a pas besoin d'un ministère quelconque. Là, je crois que ça se passe au niveau individuel, familial. Je crois qu'il faut qu'on se remette en question. Puis, de toute façon, je crois sincèrement qu'on a l'État qu'on mérite. Hein. Oui, néanmoins, il y a quand même... Juste, une dernière question, parce que Belkacem, tu attendais, et après je serai obligé d'arrêter. Il est déjà 9h moins quart. Si je peux. Cours, Belkacem. Pour revenir sur la dignité. Moi, je pense que la dignité, elle est surtout de l'auteur qui raconte avec dignité ce qui se passe. Parce que la dignité, chez les Kabyles, il n'y a pas que de la dignité. Il faut aussi le dire. Ma mère est née en 1911. Hein, je vais vous raconter une anecdote. On l'a mariée à 13 ans. Elle a eu une fille, elle devait avoir 14 ou 15 ans. Elle s'est mariée avec un homme parce qu'on lui avait dit à cet homme, tu pourras partir en émigration que si tu te maries et si tu as un enfant. Il est parti en émigration, plus jamais de rien. Plus de réponse pour rien. Alors, je ne veux pas l'accuser, peut-être qu'il est mort en émigration, à l'époque c'était dans les années 1930, c'était un jeune... Bon. La fille qui a eu ma mère est morte. Elle vivait chez ses beaux-parents. Une fois que la fille est morte, ses beaux-parents lui ont dit, tu dégages, ton mari n'envoie plus d'argent, tu dégages. Elle est retournée chez sa mère, parce que mon grand-père est mort, elle avait 2 ans. Elle est retournée chez sa mère. Elle est où la dignité? Donc il faut parler de la dignité de la personne qui raconte, avec vérité les choses. C'est là qu'est la dignité. On n'est pas un peuple qui est plus digne que les autres. On est un peuple qui est un vrai peuple, avec tout ce qu'il y a dedans. Et raconter, c'est raconter. C'est pas dire la dignité. Non. On a la dignité de raconter la vérité. Vous avez tout à fait raison. Ouais.
Je voudrais juste vous poser une dernière question, parce qu'il n'a pas été, à mon avis, assez question de littérature, ça s'appelle ma faute. Mais dans ce livre, vous faites beaucoup de références littéraires, vous faites référence bien entendu à Camus, à Louis Guillou, à Émile Zola, à Émile Malouf. Et à chaque fois que je tournais une page, je me disais, mais est-ce que je vais tomber sur celui-ci ou pas? Parce que je trouve que cet auteur qui n'est pas cité dans ce livre, vous avez beaucoup de points communs, et dans le ton, et sur la forme, Mouloud Ferraoun. Ah oui. Je ne sais pas s'il n'est pas dans le livre. Il n'est pas dans le livre. Il était dans le... Non, mais il était, pour l'anecdote, dans le manuscrit de départ. Donc c'est drôle que vous disiez ça. Il y a Mohamed Zid, il y a Simohan, il y a... traversé par tous ces gens-là. Mais Mouloud Ferraoun, oui, absolument. Mais là, c'est un exemple de dignité, pour le coup, vraiment. Mais c'est à ces gens-là, moi, que je fais référence quand je parle de dignité. Moi, j'adore ce que vous dites quand vous dites, parce que vous avez raison, si on amalgame, si tout le monde est digne, plus personne n'est digne. Si tout le monde est un héros, il n'y a plus personne. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Non, je fais évidemment référence à des séquences clés de dignité, parce qu'on peut être digne un jour et indigne le lendemain. Voilà, je fais référence à des séquences clés et à des personnages clés à un moment T, et c'est aussi par opposition au mépris, soit institutionnel, colonial, légal, soit voilà, dans une anecdote telle ou telle. Voilà. Mais évidemment, c'est nuancé, c'est complexe. Pour moi, la littérature, c'est de sortir de l'exotisme. En fait, je ne veux pas faire de taxidermie. C'est tout le contraire de la taxidermie. La taxidermie, on retire toute la chair de l'animal et on met de la paille dedans. Et on fait semblant d'avoir un animal vivant. Moi, je fais tout le contraire. Je réinvestis de sensibilité, de chair, de sang, d'amour, d'histoire, la personne que j'ai en face de moi. Ce n'est pas un archétype, comme on disait à l'époque des zoos coloniaux. C'est un être humain avec une histoire, une complexité, et avec aussi des défauts. Et la dignité, c'est aussi ça. C'est aussi accepter qu'on peut avoir un tempérament difficile, avoir des failles, avoir des contradictions. C'est ça l'humanité, en fait. J'idéalise personne. Hein. Mais quand je parle de... Ça veut dire peut-être que j'utilise beaucoup le mot liberté, mais c'est ça aussi que je veux dire. C'est d'assumer, en fait, vos défauts, vos qualités. On a parlé de mon orientation sexuelle, elle ne regarde que moi. Elle n'intéresse ici chacun d'entre nous que pour une seule et simple raison, c'est qu'elle est un moteur pour s'émanciper, pour affirmer un certain nombre de possibilités dans sa vie. Parce que vous êtes constamment confronté, mais comme d'autres, comme vous êtes confronté pour d'autres raisons, à d'autres limitations, à d'autres injonctions. Et donc c'est des exemples, on pourrait tous en avoir ici, tous ce soir. Et la question, c'est de s'émanciper vraiment. La littérature, pour moi, ça sert à ça. Ça sert à sortir de la carte postale exotique, de la caricature, et ça sert à s'émanciper, à trouver sa voie. En ce sens, ce n'est pas un programme politique, ni idéologique, je n'ai pas un modèle à offrir, j'essaie juste de formuler des questions, en fait. Eh bien, écoutez, merci. Je vous propose de continuer la conversation à l'étage, donc on a un verre et puis on va pas de cigarette. Merci d'avoir...